Il est important de se rappeler, bien que souvent négligé, que les primates ont parcouru un chemin incroyablement long au cours de la préhistoire. Il a fallu de nombreuses étapes sinueuses et d'innombrables essais et erreurs de l'évolution pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Notre histoire peut en fait être retracée sur des milliards d'années, jusqu'à l'époque où les premiers organismes unicellulaires dérivaient dans les océans primitifs, lorsque la vie a d'abord évolué. Mais l'histoire des primates, le groupe de mammifères qui nous inclut, commence beaucoup plus tard. Voici cette histoire. Un voyage s'étendant sur 65 millions d'années à travers certaines des circonstances les plus improbables que nos ancêtres et nos proches ont survécu. Bien que de nombreuses espèces de primates aient été perdues dans les archives fossiles, elles représentent l'un des groupes de mammifères les plus diversifiés vivant aujourd'hui. Avec notre propre espèce incluse, il existe plus de 300 espèces distinctes de primates dans les forêts, les prairies, les montagnes, les marécages et même les villes du monde moderne, toutes témoignant du succès de cet ordre de mammifères à l'histoire épique. Rejoignez-nous alors que nous explorons l'histoire des primates, depuis leurs humbles débuts en tant qu'habitants forestiers, presque méconnaissables, jusqu'aux hominidés spectaculaires de la steppe des mammouths. Nous nous arrêterons à plusieurs moments tout au long de l'ère cénozoïque en chemin, examinant les espèces clés de primates qui se trouvent sur l'arbre généalogique sur le chemin vers nous. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous explorons les vies et les morts de nos premiers ancêtres primates. Les primates n'ont pas toujours été là. Les mammifères, la classe d'animaux dont nous faisons partie, ont en fait persisté sous leur véritable forme pendant plus de 200 millions d'années, dont 140 millions d'années vides de tout véritable primate. L'histoire des mammifères remonte à des millions d'années avant cela, à travers le temps profond du Paléozoïque, mais nous commencerons ce voyage ici, dans les vastes forêts primordiales de l'ère mésozoïque. Les mammifères sont apparus à partir d'un groupe d'animaux connus sous le nom de synapsides, qui faisaient à leur tour partie d'un groupe plus large. Les synapsides allaient finalement se diversifier tout au long du Trias, la première période du Mésozoïque, en une large gamme de formes et de tailles. Des carnivores ressemblant à des chiens aux herbivores, semblables à des hippopotames, se vautrant dans les voies navigables de vastes plaines inondables. De nombreux synapsides, ayant évolué à partir de reptiles, ressemblaient encore à leurs ancêtres. Mais des changements apparaissaient progressivement. Les attaches de leurs mâchoires commençaient à permettre l'évolution de muscles puissants, et dans certains cas, on pense que certains genres étaient couverts de fines couches ressemblant à de la fourrure. Le premier véritable mammifère, Morganucodon, serait apparu dans les archives fossiles il y a environ 205 millions d'années. Il ressemblait à une musaraigne arboricole moderne, avec un long museau et un pelage chaud. Il n'aurait eu aucun moyen de le savoir, mais Morganucodon, dans ces forêts denses du Jurassique précoce, jetait les bases de tous les mammifères que vous connaissez aujourd'hui, des plus petites souris aux plus grandes baleines. Les descendants de Morganucodon allaient peupler les forêts et les jungles du reste du Mésozoïque, vivant dans l'ombre, à la fois au sens figuré et littéral, des animaux préhistoriques les plus célèbres de tous, les dinosaures. Les mammifères qui ont suivi Morganucodon tout au long du Mésozoïque, bien que diversifiés dans leur forme, n'ont atteint qu'une taille maximale d'un peu plus d'1 mètre. Les plus grands de ces mammifères, des carnivores ressemblant à des chiens comme Rhepenomammus, ont peut-être même nourri de jeunes dinosaures quand l'occasion se présentait. Parmi ces forêts ont évolué des habitants aquatiques semblables à des loutres, des grimpeurs d'arbres similaires aux musaraignes et aux écureuils des fouisseurs, ressemblant à des rongeurs et de petits carnivores agiles, dont beaucoup ressemblaient peut-être aux blaireaux ou aux carcajous modernes. C'est à partir de certains de ces grimpeurs d'arbres que les premiers ancêtres primates de transition ont pu évoluer, bien que les premiers véritables primates n'apparaissent sur la scène qu'après l'extinction des dinosaures. Le premier exemple connu de ce qui pourrait être considéré comme un véritable primate, et donc le premier ancêtre direct des êtres humains, est un petit mammifère arboricole particulier appelé Purgatorius, nommé d'après les collines du Purgatoire dans le Montana, où ses fossiles ont été découverts dans les années 1960. Purgatorius aurait ressemblé à un écureuil de son vivant, bien qu'il commençait à évoluer des jambes plus longues et plus élancées pour l'aider dans sa vie dans la canopée.
Les eaux de Purgatorius ont montré aux paléontologues les premières similitudes dans les archives fossiles avec les primates vivants, des détails qui peuvent être observés dans les os de la cheville et dans les dents. Purgatorius était un plésiade adapiforme, et les membres de ce groupe précoce de primates auraient été répandus dans les forêts subtropicales qui existaient à travers le globe au lendemain de l'extinction des dinosaures. Les plésiadadapiformes ressemblaient parfois superficiellement à des lémuriens, et ont peut-être été les premiers mammifères à remplacer leurs griffes par des ongles. Certains auraient peut-être pu planer sur des plis de peau étirés entre leurs membres, et beaucoup des genres ultérieurs montrent une forme de primate beaucoup plus distincte que des créatures comme Purgatorius. Les parents vivants les plus proches de ces plésiadadapiformes, à part les primates modernes, sont les colugos ou lémuriens volants trouvés dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Parmi les genres de primates qui ont existé dans ces premières forêts tropicales du Paléocène se trouvait Plésiadapis, qui existait à la fois en Amérique du Nord et en Europe peu après l'évolution de Purgatorius, il y a environ 58 millions d'années. C'est l'un des primates paléocènes précoces les plus connus, avec un squelette presque complet découvert. On pense que ces premières espèces de primates ont commencé à présenter des cerveaux plus grands par rapport à la taille de leur corps que d'autres espèces de mammifères avec lesquels ils partageaient leur forêt chaude. Ailleurs dans le monde, les mammifères se diversifiaient en formes étranges et nouvelles, comme les pantodontes, un groupe d'herbivores trapus, et les créodontes, un groupe de carnivores ressemblant à des chiens. Dans ce monde, nos ancêtres étaient encore petits. Les capacités de déjouer un prédateur ou de se défendre devaient encore évoluer, et en conséquence, beaucoup de nos prédécesseurs primates seraient tombés victimes de nouvelles menaces telles que les carnivores mammifères, les crocodiliens et les premiers oiseaux de proie. Les primates avaient un long chemin à parcourir avant de dominer les plaines du Pléistocène, mais ils devaient bien commencer quelque part. C'est durant l'Éocène que les mammifères, primates inclus, ont vraiment commencé à se diversifier. Tout comme les herbivores géants, les premières baleines et les chauves-souris aériennes qui sont apparues à peu près à la même époque, nos ancêtres commençaient à faire leur propre bond vers des terres inconnues. D'une branche des plésiadadapiformes du Paléocène ont évolué deux nouveaux groupes de primates, les homomidés et les adapidés. Ensemble, ces groupes de primates sont connus sous le nom de prosimiens, un groupe dont les membres vivent encore aujourd'hui sous forme de lémuriens, de loris et de tarsiers. C'est à cette époque d'environ 54 millions d'années à environ 37 millions d'années que ces groupes de primates ont commencé à s'étendre vers de nouvelles régions du monde, vers des territoires jusque-là inexplorés d'Amérique du Nord, d'Europe et désormais d'Asie également. Dans le cas des homomidés, ce furent les premiers primates à posséder des mains préhensiles, utilisés peut-être pour cueillir des sources de nourriture sur les branches et les buissons. Au cours de l'Éocène, les deux groupes allèrent créer une abondance de groupes descendants différents, dont certains réussiraient et deviendraient les lémuriens que nous connaissons aujourd'hui, tandis que d'autres iraient jusqu'à l'époque du Miocène avant de finalement s'éteindre. Les premiers doigts opposables sont également connus d'animaux de cette époque. Cantius, un adapidé d'Amérique du Nord et d'Europe, serait le premier animal à évoluer avec un doigt opposable, dans ce cas un orteil sur ses membres postérieurs. Cela indique peut-être que Cantius a pu être l'un de nos propres premiers ancêtres, et pas seulement celui des lémuriens et des loris modernes. Ce dispositif biologique de base allait former la base de nos propres pouces, que vous utilisez pour pouvoir appuyer sur lecture dans cette vidéo d'une manière ou d'une autre. Les homomidés, quant à eux, n'ont réussi qu'à étendre leur lignée au cours du début du Cénozoïque. Les changements climatiques ont forcé les descendants de ces premiers primates à entrer en concurrence directe avec les singes et plus tard avec les singes anthropoïdes, ces derniers étant finalement mieux adaptés au mode de vie que les descendants des homomidés étaient initialement conçus pour exploiter. Presque tous les descendants de ce groupe autrefois commun avaient disparu à la fin de l'époque Oligocène, le prochain chapitre de l'histoire de nos ancêtres. La période Oligocène représentait un énorme pas en avant dans la diversification des mammifères, en général, pas seulement des primates. Mais c'est à cette époque que certains de nos premiers ancêtres primates ont commencé à descendre des arbres, s'adaptant à un mode de vie au sol. Vers cette époque,
les premiers vrais singes ont commencé à apparaître, et l'un des lieux les plus importants pour les paléontologues qui les étudient est l'Égypte, en particulier la région du Fayoum, dans le désert occidental du pays. Les roches, appartenant aux formations de Kasr el-Saga et de Jebel Katrani, ont révélé à la science les tout premiers vrais singes, apparentés aux babouins, langurs et mangabais modernes. Rien que de la région du Fayoum, dans les diverses formations rocheuses, existèrent des espèces comme Apidium, Catopithecus, Parapithecus, Oligopithecus et Propliopithecus, pour n'en nommer que quelques-uns, et beaucoup de ces restes sont en effet très bien préservés. Quelque chose qui a été déterminé par des études approfondies de ses mains, membres et muscles. Il aurait habité des forêts tropicales qui étaient saisonnièrement ravagées par des pluies torrentielles, où il se nourrissait de fruits et de noix dans les canopées d'arbres caractéristiques des premières époques cénozoïques. La persistance de forêts tropicales ou subtropicales à travers le globe était caractéristique des premières époques cénozoïques, bien loin de l'apparence qu'aurait eu le monde au Pléistocène et dans les stades les plus récents de l'ère. Grâce aux études sur Egyptopithecus et ses proches contemporains, les scientifiques ont pu déterminer que les singes devenaient de plus en plus à l'aise pour marcher sur quatre pattes à travers les arbres, plutôt que de se précipiter ou de bondir à travers les branches, comme leurs ancêtres prosimiens. Avec l'avènement d'adaptation dans les mains et les bras de ces nouveaux primates prospères, les singes devenaient plus facilement capables de se défendre contre les nombreuses menaces qui évoluaient à leur côté. Les créodontes tardifs et les premiers carnivores en évolution apparaissaient dans les archives fossiles en même temps que les singes commençaient à évoluer, ces derniers posant des menaces constantes à nos ancêtres jusqu'à ces dernières années. C'est en fait durant l'Oligocène que les primates ont retrouvé leur chemin vers les Amériques. Ayant disparu en Amérique du Nord en raison de changements climatiques il y a environ 26 millions d'années, et n'ayant jamais évolué en Amérique du Sud, il y avait une niche écologique vacante parmi les frugivores et insectivores arboricoles qu'un animal comme un singe serait capable d'exploiter. Le fait que les singes aient pu survivre en Amérique du Sud est l'une des plus grandes réussites de l'évolution. Aujourd'hui, les singes sont diversifiés et répandus à travers le continent, mais l'histoire de leur arrivée là-bas est peut-être encore plus étonnante. Il y a 30 millions d'années, alors que les derniers genres de primates d'Amérique du Nord commençaient à s'éteindre l'Amérique du Sud, un continent complètement déconnecté de l'Afrique où les singes avaient déjà évolué, a vu pour la première fois des singes. Cela s'est produit à travers l'océan Atlantique. Sur la côte ouest de l'Afrique, quelque temps avant leur arrivée en Amérique du Sud, une communauté de singes s'était rassemblée près de la côte, peut-être pour chercher de la nourriture ou de nouveaux territoires avec accès à divers habitats. Ils sont tombés sur un énorme lot de végétation, échoué sur la plage. En courant, les singes étaient d'eau ravis de trouver une abondance de fruits suspendus à des plantes poussant hors de la masse de sol et de végétation. La masse était suffisamment grande pour soutenir toute la troupe pendant plusieurs semaines, et les singes étaient désireux de rester. Un soir, cependant, une énorme tempête a soufflé sur la côte ouest de l'Afrique, délogeant une grande partie de la végétation du bord de mer en une masse flottante de plantes et de sol avec les singes à bord. Les singes, effrayés, ont rapidement réalisé qu'ils avaient été emportés en mer avec peu d'espoir de nager jusqu'à la terre ferme et d'y arriver en un seul morceau. Cependant, de la nourriture était disponible sur ce radeau nouvellement occupé, et les primates ont passé plusieurs jours à bord avant de finalement toucher terre. Cette terre, cependant, était différente de celle d'où ils venaient. D'étranges nouveaux animaux, des marsupiaux et des xénartres parcoururent la terre et déambulaient dans les forêts. La matière végétale était différente aussi, mais ces singes étaient adaptables. L'eau était disponible, tout comme l'abri, et les singes pouvaient trouver la sécurité loin des carnivores en bas dans les arbres. C'était l'Amérique du Sud. Avançons rapidement de 30 millions d'années, et les ancêtres de cette communauté même peuvent être vus sous les formes de singes araignées se balançant à travers les arbres, sur des queues adaptées de petits tamarins se précipitant à travers la canopée forestière à la recherche de fruits et d'insectes. Les singes prospéreraient ici. Aussi incroyable que soit cette histoire, par rien d'autre que le hasard et la sélection naturelle, elle est entièrement vraie. Ce n'est cependant pas le seul groupe d'animaux qui se séparerait des singes africains.
C'est vers la fin de l'Oligocène que le groupe de primates contenant notre propre espèce apparaîtrait, les singes anthropoïdes. Ce qui est considéré comme les tout premiers grands singes sont apparus dans ce qui est maintenant la Tanzanie il y a environ 25 millions d'années. Ils ont divergé des singes en raison de changements dans leur environnement, s'adaptant à une vie de vivre à la fois au sol et dans les arbres, utilisant leurs longs bras pour se tirer à travers les branches. Leur visage commencerait à ressembler aux humains plus étroitement que ceux des primates précédents dans les archives fossiles, et ils perdraient entièrement leur queue. Elle n'était plus nécessaire pour l'équilibre d'un animal qui n'aurait finalement plus besoin de marcher sur 4 pattes à travers les arbres. Ces premiers grands singes allaient former les bases de ce qui était nécessaire pour que tous les groupes modernes de grands singes évoluent. Gorilles, chimpanzés, bonobos, orang-outans, gibbons et bien sûr, les humains. C'est autour de l'époque Miocène, d'il y a 23 millions d'années à environ 5 millions d'années, que l'environnement mondial a connu une série de changements drastiques. Des chaînes de montagnes se sont élevées à travers le monde et, plus important encore, les prairies ont pris le contrôle de nombreux continents du monde. Les savanes d'Afrique, les prairies pampéennes d'Amérique du Sud, les prairies d'Amérique du Nord et les plaines d'Asie sont toutes apparues à cette époque en raison de la diversification et de la large distribution des espèces d'herbes. Ce fut un résultat direct de ces changements que des primates terrestres sont apparus, des singes et des grands singes beaucoup mieux adaptés à se nourrir de ces herbes ou à attraper de petites créatures qui y vivaient. Au fur et à mesure que les plans corporels de ces primates évoluaient, leur cerveau aussi. Et à la fin des époques Miocène et Pliocène subséquentes, la scène serait prête pour que les premiers grands singes marchant debout du monde évoluent. Peut-être la découverte la plus importante à faire du Miocène en termes d'évolution humaine était celle d'un genre de grands singes nommé proconsul, provenant de régions qui deviendraient un jour le Kenya et l'Ouganda. On pense que le dernier ancêtre commun entre les êtres humains et tous les grands singes, gibbons inclus, qui ne sont pas considérés comme de grands singes, pourrait avoir été proconsul. Visuellement, proconsul aurait ressemblé à un mélange étrange entre les singes de l'ancien monde, comme les babouins et les langurs, et les grands singes, comme les chimpanzés. Son dos aurait été plus flexible que celui des grands singes qui l'ont précédé afin de se déplacer plus souplement autour des branches de sa maison forestière, mais il aurait conservé le style de marche quadrupède des primates antérieurs. Alors que leurs mains étaient mieux adaptées que celles de leurs ancêtres pour saisir et manipuler leur environnement, ils ne pouvaient pas encore se balancer à travers les arbres comme le font les grands singes modernes. Leurs bras n'étaient tout simplement pas assez puissants à ce stade. Proconsul n'était cependant pas seul dans les arbres du Miocène, et sa famille comprenait un certain nombre d'autres genres, notamment Dendropithecus, Afropithecus et Limnopithecus. Les primates se développaient aussi en Europe. Pliopithecus et ses proches parents étaient connus à travers les plaines et les forêts de ce continent septentrional, où les primates sauvages modernes ne sont représentés que par une seule espèce, le macaque de Barbarie. Autrefois considéré comme une forme ancestrale des gibbons modernes, il a maintenant été déterminé que les Pliopithecidae ne sont en fait apparentés à aucun autre groupe de primates vivants. Les collines de Siwalik, par exemple, qui s'étendent du Pakistan jusqu'aux confins nord de l'Inde, étaient connues pour abriter certains des spécimens de primates préhistoriques les plus intéressants et importants encore connus, parmi lesquels Sivapithecus du Miocène tardif. Sivapithecus représente la première séparation des pongidés, la sous-famille qui contient les orang-outans, des autres grands singes de l'ancien monde. Alors qu'aujourd'hui les orang-outans sont endémiques aux îles d'Asie du sud-est de Bornéo et de Sumatra, leurs ancêtres étaient autrefois beaucoup plus répandus. Des ancêtres d'orang-outans comme Koratpithecus sont connus de Thaïlande, Samburupithecus du Kenya et même Greikopithecus qui a été trouvé, entre tous les endroits, en Grèce. Un autre des primates fossiles les plus célèbres du Miocène, cette fois découvert dans une mine de lignite en Italie dans les années 1950, était Oreopithecus. Avec des dents courtes, un visage presque humain et une tendance possible à marcher debout, même si ce n'était que temporairement, on pensait autrefois qu'il était un ancêtre direct d'Homo sapiens. Il aurait été l'un des premiers brachiateurs,
c'est-à-dire l'un des premiers animaux capables de se balancer à travers les branches des arbres en utilisant seulement ses longs bras puissants. Des études plus récentes ont placé ce grand singe au sein de la famille des hominidés, mais on ne pense plus qu'il ait été l'un de nos ancêtres directs, s'étant séparé des grands singes antérieurs des millénaires plus tôt. Oreopithecus aurait habité des îles marécageuses à cette époque, où il était isolé de nombreuses autres espèces et où l'évolution avait la capacité de suivre son cours loin des pressions du continent. Finalement, Oreopithecus entrerait en contact avec l'un des prédateurs les plus redoutables et impressionnants du Miocène, le grand chat à dents de sabre Machairodus. Les changements dans son environnement, comme ceux-ci, peuvent avoir conduit à son extinction éventuelle. Aucun grand singe comme Oreopithecus n'existe aujourd'hui. Au moment où le Pliocène a commencé, le monde ressemblait beaucoup à ce qu'il est dans le monde moderne. Les forêts tropicales étaient courantes autour des tropiques, autour desquelles étaient situées des prairies et des montagnes, des déserts et des broussailles, dans à peu près les mêmes endroits que nous les voyons aujourd'hui. Tous les principaux habitats du monde avaient été établis, et il y avait donc un degré beaucoup plus élevé de familiarité dans la faune de nombreuses régions de la planète. Étrangement, cependant, les primates de cette période ne sont pas bien documentés. De nombreux grands singes et leurs lignées ne peuvent pas être retracés jusqu'au Pléistocène, à partir des environ 3 millions d'années qui ont englobé le Pliocène, et les restes de singes sont dispersés et fragmentaires au mieux. Les fossiles les plus connus et les plus importants sur la lignée humaine du Pliocène sont sans aucun doute Ardipithecus. Apparaissant dans les archives fossiles au début du Pliocène à partir de sites fossiles découverts dans la région d'Afar en Éthiopie, Ardipithecus était l'un des premiers australopithèques, l'un de nos ancêtres directs. Bien qu'il ne soit pas expert dans l'habitude, Ardipithecus pouvait marcher debout comme vous et moi, même si ce n'était que pour une brève période. Son cerveau était encore proportionnellement beaucoup plus petit que celui des hominidés ultérieurs qui lui succéderaient, et il n'avait pas la puissance cérébrale pour produire et utiliser des outils en pierre. Cela dit, il n'est pas exclu qu'Ardipithecus ait pu utiliser des outils simples comme des bâtons et des brindilles pour faire sortir les insectes de leurs monticules ou des pierres pour ouvrir des noix. Les bras d'Ardipithecus auraient été sensiblement plus longs que les nôtres, et l'animal était encore bien adapté à une vie dans les arbres, un endroit où il devrait souvent se réfugier pour éviter les dangereux prédateurs mammifères qui parcouraient les prairies et les forêts dans lesquelles il vivait. C'est à travers ces humbles débuts que l'humanité a pu surgir dans l'époque du Pléistocène à venir. Le monde serait présenté à presque toutes les autres espèces d'hommes préhistoriques, des australopithèques jusqu'à nous. Maintenant, l'époque du Pléistocène a été couverte en grand détail sur cette chaîne auparavant, mais c'est en effet la période la plus importante pour l'évolution humaine dans toute cette histoire. Bien que l'histoire humaine soit connue dans les moindres détails tout au long de cette période, vous serez peut-être surpris d'apprendre que notre connaissance des primates non humains du Pléistocène est rare et pas du tout bien connue. Les seuls primates du Pléistocène qui ne sont pas directement liés à nous proviennent d'espèces plus tardives dans l'époque et seulement d'Afrique et d'Asie, comme Paracolobus, Dinopithecus et Rhinocolobus, par exemple. Peut-être le primate non humain le plus célèbre de tous, provenant des forêts de bambous d'Asie du Sud-Est, est Gigantopithecus, un parent gigantesque de l'orang-outan moderne et probablement le plus grand primate à avoir jamais vécu. Ce géant vivait en groupes familiaux, aux côtés d'autres espèces de primates, y compris d'autres hominidés, où il mangeait des fruits dans les forêts denses et les bosquets de bambous. Il se peut même qu'il se soit éteint en raison d'une chasse excessive par Homo erectus, l'un de nos ancêtres antérieurs. Les bras d'espèces comme Homo erectus avaient rétréci par rapport à la taille de leur corps, au point où il n'était de plus nécessaire pour se balancer dans les arbres ou grimper pour se mettre en sécurité. C'est un trait évolutif qui a coïncidé avec l'avènement de la technologie, en particulier les outils en pierre. Tous les membres du genre Homo sont connus pour avoir utilisé des outils en pierre d'une manière ou d'une autre pour se défendre contre les prédateurs, découper de la nourriture, allumer du feu ou même créer de l'art. Les hominidés ultérieurs, à partir d'Homo erectus, allaient exploiter l'utilisation du feu dans leur mode de vie et leur méthode de chasse. Avec l'utilisation du feu contrôlé, les premiers humains
ont pu cuisiner de manière fiable différents types de nourriture, abattre de plus grands animaux lors de chasse et se défendre contre les éléments pendant l'hiver. Vers la fin du Pléistocène, Homo neanderthalensis et Homo denisova, respectivement connus sous le nom de Néandertaliens et Denisoviens, apparaîtraient sur la steppe des mammouths, le plus grand environnement continu du monde, caractérisé par des plaines ondulantes et une mégafaune éteinte. Ces espèces mèneraient des vies complexes et étaient capables de créer de l'art, de contrôler le feu et même de parler. Leur corps en forme de tonneau et leurs extérieurs robustes les aideraient dans les vies rudes, dangereuses et finalement courtes qu'ils menaient, quelque chose de très important dans les conditions brutales de la steppe des mammouths. Ils seraient bientôt rejoints par Homo sapiens, nous. Il nous a fallu des millions et des millions d'années pour arriver ici, mais assez tôt. Notre propre espèce courait à travers les toundras et les plaines de la steppe des mammouths après des cerfs géants, des espèces de bisons éteintes et des mammouths laineux. Nous migrerions vers les Amériques où les premiers peuples à mettre le pied dans le nord rencontreraient d'énormes mastodontes et des paresseux terrestres. Ceux du sud rencontreraient des tatous de la taille de voiture et le célèbre chat à dents de sabre Smilodon. Assez tôt, Homo sapiens a supplanté les Néandertaliens, se croisant avec eux au point où nous avons essentiellement génétiquement consommé leur espèce. Nous migrerions vers tous les continents de la Terre, des sables brûlants de l'Afrique du Nord aux étendues glacées de l'Antarctique. Nos technologies se développeraient au point où nous avons un contrôle total sur notre environnement et les espèces qui y vivent. Et c'est là que notre histoire se termine. De plus grandes pressions doivent être exercées sur les gouvernements et les entreprises pour sauver des espèces, comme les grands singes, qui risquent de disparaître. Perdre des espèces vivant aujourd'hui, c'est perdre une partie de ce que nous sommes. Chaque espèce vivante aujourd'hui a suivi des lignées qui ont commencé il y a des milliards d'années, en même temps que nous. De manière lointaine, nous sommes tous liés et dépendons les uns des autres pour faire de cette planète ce qu'elle est.